Alors, l'invité, l'entretien de TicTech sur Boursorama, toujours évidemment en partenariat avec Madines et Julien Keski, Julien qui est toujours à mes côtés. C'est Aurélien Demeaux, PDG, cofondateur d'Electra. Bonjour. Bonjour. Juste avant, on parlait de Mistral AI. Electra, c'est le futur Mistral AI? Alors, on évolue dans un secteur différent. Non, je sais, mais Mistral, cette idée d'avoir une pépite française dans votre secteur, à savoir le secteur des bornes de recharge rapide pour voitures électriques. Oui, c'est vrai que ce que fait Mistral, c'est exactement ça. Essayer de faire émerger un champion français à l'échelle européenne, voire internationale, pardon, dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et nous, c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec Electra. On est en train de déployer un réseau en France, mais également dans 10 pays en Europe, pour arriver à avoir, dans ce qui est le mode de transport de demain, donc dans l'électrification, un champion de la recharge qui soit. Donc aujourd'hui, j'ai une voiture électrique, une moto électrique, je peux me recharger chez vous? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on a des bornes de recharge qui sont ouvertes au public. Il y en a combien en France? On a 330 stations en France. Ouais. Donc ça fait à peu près, il y a à peu près 6 points de charge. Ça fait 3000 points de charge en France. Ouais. Une station coûte combien? C'est 500 000 euros, je crois. Une station à installer 500 000 euros, je crois que c'est ça. Une station à déployer, c'est à peu près 500 000 euros. Et raison pour laquelle on a levé pas mal d'argent, puisqu'on est dans un métier qui est à cheval entre la technologie et l'infrastructure, où nous, on doit déployer une infrastructure massive, et donc ça coûte beaucoup de capital. Oui, donc vous avez levé 433 millions d'euros exactement en dette. C'est un très très gros financement. C'est pourquoi cet argent à quoi il va vous servir? Bien sûr, et pourquoi pas en action? Pourquoi en dette? En fait, nous, on a fait beaucoup de levées en equity, donc en capital. On a levé en tout, à travers différents rounds successifs, un peu plus de 600 millions d'euros de capital. Et donc, c'était venu le moment pour nous d'arriver à leverager notre structuration. Et c'est notamment un des objectifs, on va dire, d'une boîte d'infra. C'est que, comme on a de l'infra, on a des actifs qui sont tangibles et qui sont prêts à être financés par des partenaires type des banques. Donc on a un pool de 8 banques qui nous accompagnent et qui nous prêtent effectivement 430 millions d'euros pour arriver à déployer massivement ce réseau. En France et en Europe. Le déploiement. Exactement. C'est pas uniquement en France, c'est effectivement en France et en Europe. Quand on charge, ça prend combien de temps pour charger une bagnole chez vous? Alors ça dépend de la voiture, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est une vingtaine de minutes pour recharger, on va dire, 400 km. Et demain, ce qu'on observe, c'est que les batteries s'améliore d'année en année, et donc on charge de plus en plus vite. Donc moi, je suis persuadé, j'ai trois enfants, 3 filles en bas âge, je suis persuadé que quand elles auront l'âge de passer le permis, elles me diront « mais quoi, mais à l'époque, ça mettait 25 minutes de charger et qu'en fait, on va arriver vers quelque chose qui est très proche, pardon. Non, c'est vrai. On peut l'espérer à quelle échéance, ça? Aujourd'hui, vous avez déjà en Chine des voitures qui chargent en 10 minutes. Et pardon, 100%? De 10 à 80%. Ouais. Donc c'est l'équivalent du plein en électrique. Mais en France, aujourd'hui, certaines voitures, en 12 minutes, prennent 400 km. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est en train de se faire. Et pour quel prix? Le prix de la recharge, vous voulez dire? Oui, le prix de la recharge. En fait, le prix du kilowattheure, donc le kilowattheure, c'est on va dire l'équivalent du litre d'essence, c'est l'unité d'énergie qu'on met dans la voiture, il ne dépend pas de la vitesse de recharge. Donc c'est le même prix si vous chargez très vite ou si vous ne chargez pas très vite. En fait, ce qui compte, c'est l'énergie que vous prenez. Et comment se situe, nous, la France, par rapport aux autres pays européens en matière de bornes de recharge électrique? C'est un bon point. Et on a aujourd'hui... C'est le maillage, quoi. Je pense, le meilleur réseau en Europe. Parce qu'on a maillé tout le territoire avec le concours d'Enedis. Et en fait, en France, on ne s'en rend pas compte, mais on a un réseau électrique qui fonctionne très bien. Sauf qu'on a tout le monde qui veut charger souvent au même moment, et donc on se retrouve un peu à faire la file d'attente, alors que non, il n'y a pas ce sujet-là aussi, puisque... Non, alors il y a 2 ou 3 ans, effectivement, certaines photos, parce qu'il y avait des gens qui faisaient la queue sur les aires d'autoroute le 15 août et le 14 juillet. Cet été, on n'a pas entendu ce bruit-là. Pourquoi? Parce que nous, on est partenaire avec un des concessionnaires autoroutiers, et donc on a créé des stations qui sont beaucoup plus dimensionnées, notamment sur les autoroutes, pour pouvoir absorber les pics. Donc il y a 3-4 ans, c'était un peu l'aventure de partir en voiture électrique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a beaucoup de bornes, il y a énormément de bornes. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas assez de bornes en France. D'ailleurs, bien souvent, les gens qui disent qu'il y a la queue à la station électrique ou qu'il n'y a pas assez de bornes,
c'est des gens qui ont des voitures thermiques ou parce qu'un ami d'un ami d'un ami leur a dit que. Mais demandez à des gens qui ont des voitures électriques, il y a zéro problème pour aujourd'hui faire des trajets longue distance en France. C'est vrai, faire un Paris-Marseille, c'est pas la galère C'est pas la galère. Moi, je suis parti dans le Pays Basque, j'ai fait Paris-Pays Basque aller-retour, ça fait 1500 bornes. Ouais. Et j'ai pas eu de difficultés. Donc, il faut aussi que, je pense qu'il y a de la psychologie là-dedans. Il faut que les gens réalisent, et d'ailleurs, enfin, c'est ce que j'observe quand même d'année en année, petit à petit, la voiture électrique était un objet totalement exotique. Finalement, maintenant, les gens ont des amis qui ont une voiture électrique, dans leur famille, quelqu'un a une voiture électrique, ils ont déjà loué une voiture électrique. Après, la croissance du marché français n'est pas du tout là où on l'imaginait. D'ailleurs, le marché français qui c'est vrai, il croît moins vite que le marché européen. Vous voyez les chiffres là sur cette année. On est en retard en France. Alors, les chiffres, c'est quoi? Les chiffres, c'est qu'en 2025, entre janvier et juillet, on est à plus 25% d'immatriculation de voitures électriques en Europe. En Europe. Combien en France? Dans un marché qui est flat. En France, on est à 0%. Voilà. Notamment parce que l'an dernier, on avait le leasing social, c'est 50 000 voitures électriques, c'est assez important. Au premier semestre, cette année, il est au deuxième semestre. Donc il y a un effet de décalage. La prime, là... Donc on le rattrapera sur les chiffres. Là, on est en train de le rattraper. En août, les derniers chiffres en France, donc en août, on est à plus 29% d'immatriculation de voitures électriques. La prime de 1 000 €... Il n'y en a pas encore eu le leasing social, pardon. Mais donc il y a quand même une trajectoire en France qui est en train de s'accélérer. Pourquoi? Parce qu'on a les flottes, les véhicules de flotte d'entreprise, c'est plus de 50% des immatriculations. Avec un certain nombre de réformes sur la fiscalité, notamment les avantages en nature, je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail. On a les flottes qui sont en train de massivement adopter les voitures électriques, et puis on a les particuliers qui vont avoir le leasing social, donc on a quand même des IMAT en fin d'année qui vont fortement monter. Et puis il y a cette prime aussi qui va arriver à partir du 1er octobre pour l'achat. C'est 1000 balles, c'est ça, non? 1 000 €. Ouais, 1 000 €. Ouais. Ça, j'imagine que ça va avoir un impact positif aussi. Alors, prime 1000 € sur... Plus le bonus écologique. Sur l'achat de voitures électriques. Exactement, avec des batteries européennes. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle le coup de pouce, mais qui est en fait le bonus. Mais il s'appelle le coup de pouce qui n'est plus sur le budget de l'État, il est sur des crédits C2E. Bref. Aujourd'hui, ça, c'est de 3 à 4 200 € en fonction des ressources des personnes. Et en plus de ça, il y a 1 000 € qui se rajoutent si la batterie de la voiture a été fabriquée en Europe. En Europe. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 000 € d'aide. Ça, c'est je pense, une bonne chose. Pour Electra. Ouais, c'est une bonne chose parce que ça vient dynamiser le marché. Et c'est une bonne chose aussi parce que dans cette transition électrique, on a besoin au maximum d'avoir du contenu local. C'est ce que pousse le gouvernement et je pense qu'ils ont raison. L'administration est en train de ferrailler à Bruxelles dans ce qu'on appelle le dialogue stratégique autour de la trajectoire 2035 pour notamment s'assurer qu'on ait un minimum de contenu made in Europe. Évidemment. Et s'assurer qu'on ne fasse pas simplement de l'assemblage de voitures en Europe, mais que les batteries, les logiciels, les bornes de recharge, la chaîne de valeur soit au maximum localisée en Europe. La France, ça pèse combien dans votre business de bornes de recharge électrique rapide? Aujourd'hui, c'est à peu près 50%. Ok. Et sur ce qui se passe en France, quelle est votre position en termes de part de marché par rapport à vos concurrents? J'ai aucune idée du tout qui fait quoi. Ouais. Alors nous, je pense qu'on doit être... C'est combien déjà l'ensemble des bornes en France? Je me dis tout à l'heure, excusez-moi. On a 330 stations en France, à peu près. Et vous en avez combien, vous, là-dessus? Nous, on a 330. Ah, vous, pardon. Et le marché? En tout, et sur le marché, en nombre de stations, il doit y en avoir... vous me posez une colle. C'est vrai? Je voulais pas, mais ça me surprend. Non, je dirais qu'il y en a 3. Non, mais on doit mouiller. Hein. Il y en a 3000, donc on va avoir à peu près 10% de part de marché en nombre de bornes. En revanche, les bornes, nos bornes d'Electra délivrent plus d'énergie. D'accord. Et ça, on peut le vérifier. Et donc, quand on part de marche, parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir des bornes, c'est de délivrer de l'énergie. Ouais. Et donc, je pense qu'on doit être le deuxième acteur en France après Tesla. D'accord, ok. Et est-ce que vous voulez concurrencer justement Tesla sur ce segment de l'installation des bornes de recharge électrique? Tesla, c'est un de nos concurrents, clairement. Alors, Tesla, c'est particulier parce que c'est d'un côté un concurrent et en même temps un pourvoyeur de trafic, puisqu'il y a énormément de Tesla qui viennent charger chez Electra. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Combien en pourcentage? Ça doit être 20% à peu près. Ouais, quand même. C'est quasiment... Tesla encore... La part de marché de Tesla a beaucoup baissé en Europe. Ouais. Et d'ailleurs, les constructeurs européens en ont beaucoup profité. Parce que quand on regarde depuis le début de l'année, Volkswagen, Renault, la part de marché des constructeurs européens sur les voitures électriques, elle est à 68%. Elle a fortement monté par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais malgré tout, dans le stock des véhicules électriques qui sont en circulation, Tesla, c'est une part très significative. Sur 2035, on voit beaucoup et je serai Julien qui connaît mieux le sujet que moi, mais il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui aimeraient bien que l'interdiction de vente de voitures thermiques en 2035 soit adaptée, amendée,
ajuster. Vous, ce n'est pas votre intérêt, on l'a bien compris. Quel regard? Et vous comprenez qu'on a... Enfin, je veux dire, les moteurs thermiques, c'est comme un savoir-faire qu'on a en France, en Europe même, depuis des décennies. Et c'est vrai qu'on voit bien l'arrivée des acteurs chinois, étrangers sur les voitures électriques. Et on comprend que l'industrie automobile cherche un petit peu à freiner, pour le coup, sur ce passage au tout électrique. Vous le comprenez, même si ça ne fait pas vos affaires? Ouais, alors moi, au-delà de nos affaires, ce qui est important pour l'industrie automobile, c'est que l'industrie automobile, elle arrive à négocier ce virage, en fait. Parce que le virage vers l'électrique, il va se faire. Il va se faire. Il se fait aussi vite. Inévitable. Il se fait aussi vite que les projections l'avaient escompté. Mais il se fait beaucoup plus vite, en réalité. Partout dans le monde, la Chine, c'est le premier marché au monde, est en train de massivement adopter l'électrique. L'Inde est en train de mettre en place des politiques publiques pour massivement adopter l'électrique, puisqu'ils ont des problèmes de pollution de l'air qui sont considérables. L'Australie, c'est pareil. Il y a 16 États américains, dont la Californie, qui sont en train de se tourner vers l'électrique. Le Canada, c'est pareil. Même si Trump n'est pas fan. Trump, il n'est pas fan, mais à la fin de la journée, les 16 États CARB, donc c'est la Californie et les 15 autres États, ils ont adopté le 2035, ça représente plus de 5 millions de véhicules. Regardez ce que fait Ford. Ils viennent d'inaugurer une Gigafactory aux États-Unis. Donc on peut se dire, tout va bien, on va essayer de milquer le thermique jusqu'à la dernière goutte. Moi, je pense que le cimetière est truffé d'exemples de Nokia, de Kodak, de gens qui n'ont pas su négocier des virages technologiques. Donc moi, je ne dis pas, il ne faut pas soutenir nos constructeurs automobiles, il ne faut pas les encourager. Je dis juste, il faut qu'on aille de plein pied dans ce mode de transport du XXIe siècle. C'est tout. Parce que si on y va... Et pour ça, il faut que les voitures soient moins chères, qu'elles aient plus d'autonomie, qu'il y ait suffisamment de bornes de recharge rapide sur tout le territoire. Mais évidemment, c'est difficile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais regardez ce qui a été fait en 5 ans, entre 2020 et aujourd'hui. Le nombre de modèles qu'il y a, le prix des voitures qui baisse, la recharge est plus rapide, il y a des bornes partout. Et il nous reste 10 ans pour aller jusqu'à 2035. Donc, et d'ailleurs, je veux dire, il y a des constructeurs automobiles qui ont fait des efforts considérables. Regardez, la R5, c'est la voiture de l'année. La Renault Scénic, c'était la voiture de l'année. Donc il y a des... Les Français, ils sont enclins à embrasser cette Ce qu'il faut voir, c'est électrique. Que développer des moteurs thermiques aujourd'hui, c'est une impasse industrielle. D'accord? Donc, le plus tôt on peut mettre de l'argent, de l'investissement et des ressources sur la technologie qui sera la technologie dominante du XXIe siècle, le plus tôt on peut se garantir d'être compétitif et de pérenniser son entreprise. Et puis surtout, vous avez besoin d'un cadre aussi réglementaire clair. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit interdiction 2035, demain on dit ah bah non, finalement on va ralentir, après on va... vous avez besoin aussi en tant que géant, un futur géant, on l'espère, de l'électrique, d'avoir vraiment cette stabilité aussi réglementaire. Alors heureusement d'ailleurs qu'on a au niveau de l'Europe, parce qu'en France on ne peut pas dire qu'on soit extrêmement stable politiquement. En Europe, on a cet organisme, et il faut reconnaître ça à l'Union européenne, supranational, qui nous permet de stratégiser un petit peu sur du temps long. Et le 2035, c'est une excellente chose parce que ça met une date butoir, ça met toute la filière en mouvement. Et je veux juste revenir sur pourquoi est-ce qu'on décide d'interdire les voitures thermiques en fait. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on importe 97% de notre pétrole dans l'Union européenne. On n'a pas de pétrole ici. Aux États-Unis, c'est le premier producteur de pétrole au monde. C'est très différent. Donc on n'a pas de pétrole, on est totalement dépendant. Et vous le voyez, dès que les prix à la pompe à essence monte, c'est le deuxième poste de budget des ménages, en fait, le carburant. Avec la guerre en Ukraine, les prix de l'électricité ont aussi beaucoup augmenté. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça? Non, regardez les prix de l'électricité aujourd'hui. Ma facture EDF a beaucoup augmenté. Oui, mais c'est pas complètement directement lié à la guerre en Ukraine. La réalité, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs composantes dans le prix de l'électricité. Il y a une grosse part, c'est les réseaux, une part, c'est les taxes, et effectivement, une part, c'est la production, la génération de l'électron. Mais effectivement, la facture, elle a augmenté. Vous avez vu que ça a baissé quand même de 15% là, en février cette année. Pourquoi? Notamment pour des histoires de taxes et de réseaux. Mais l'électricité en France, on va pas se raconter l'histoire, c'est une vingtaine de centimes au kilowattheure. D'accord? Rouler 20 centimes au kilowattheure, ça coûte 3 à 4 fois moins cher que de rouler au carburant. S'il n'y avait pas de taxes, s'il ne fallait pas financer les réseaux. Non, 20 centimes, c'est y compris le coût taxe et le coût réseau. C'est-à-dire que la production de l'électricité... Donc aujourd'hui, un plein... Alors, je vous fais le calcul parce que comme ça, on va mettre les choses très claires. Pour faire 100 km en véhicule thermique aujourd'hui, un véhicule thermique en France, en moyenne, il consomme 7 litres au 100. Le prix de l'essence, c'est à peu près 1,70 €. Si on regarde les 12 derniers mois, d'accord? Donc ça fait grosso modo 11,50 €. Il faut 11,50 € en voiture thermique pour faire 100 km. En voiture électrique, une voiture électrique, elle consomme à peu près 15 à 18 kWh pour 100 km. Si vous payez 20 centimes, ça fait entre 3 et, allez,
5 euros. Si vous chargez sur des bornes de recharge rapide comme celle, par exemple, d'Electra ou de certaines de mes confrères, ça va vous coûter un peu plus cher. Mais si vous chargez un peu à la maison et un peu sur des bornes de recharge rapide, vous allez payer 4 ou 5 euros. Combien chez vous pour une recharge rapide? Chez nous, alors ça dépend. 100 km. Ça dépend de? C'est entre, on a une formule d'abonnement qui vous permet de payer 29 centimes, une autre qui paye, où vous payez 39 centimes, et une autre où vous payez 49 et donc ça fait combien pour 100 km? Ça fait entre 6 et 8,50 €. C'est toujours moins que les 11 € de la voiture. C'est beaucoup moins que les 11,50 à €. essence. Vous savez combien dépensent les ménages en carburant par an? Juste les ménages, pas les entreprises. Chaque année en France, c'est 43,5 milliards. Vous divisez ce coût par 2, minimum, en passant électrique, vous rendez plus de 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux ménages. Donc en fait, ce n'est pas juste du climat, de la souveraineté, c'est très concret, c'est du pouvoir d'achat pour les gens. Avant de se quitter, Aurélien Demeaux, Electra, dans 5 ans, ça ressemble à quoi par rapport à aujourd'hui en termes de nombre de bornes, en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, de taille? Alors Electra, c'est un... Et d'indépendance? Oui. Vous finirez racheter? Non. Je ne vous le souhaite pas, mais en général, c'est l'histoire se finit comme ça, avec un gros chèque, et puis hop, on part en vacances. Pardon. Mais dans quelles industries, par exemple, vous avez observé ça? Pas dans plein d'industries. Il y a plein de boîtes qui se vendent, qui sont des startups qui grossissent et puis après qui se font racheter par un grand groupe. C'est même, j'ai pas d'idée là, mais je vous envoie un petit SMS tout à l'heure où il y en a plein. Hein. Nous, on est dans un métier, un business d'infrastructure, donc qui est par nature sur du temps long. La transition électrique, elle va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre des années. Construire des stations, ça prend du temps. Donc on n'est pas dans un business quick win où on va faire du cash et partir au soleil. Donc même s'il y a un gros chèque, on vient voir qu'un gros chèque, c'est non, vous restez indépendant. Si on avait voulu faire ça, c'est ce que dit un petit peu Mistral. Mistral, apparemment, je parle sous le contrôle de Julien, il y aurait eu une offre peut-être d'Apple pendant l'été. Il y a eu une offre véritablement ou pas? Alors on ne sait pas, enfin ce sont des rumeurs, mais Arthur Mensch a dit on a eu des offres, on ne dira pas qui, mais voilà, potentiellement... Donc il y a cette volonté de rester indépendant. Et parce que Mistral, je pense qu'ils font quelque chose qui est remarquable. Mistral, ils ont du panache, ils veulent, c'est difficile ce qu'ils font. Il y a des gens comme OpenAI, etc., qui ont des dizaines de milliards. Bien sûr. Et eux, ils se disent... Centaines de milliards. Des centaines de milliards. Ils se disent, on va y aller, on va réussir parce qu'on croit en nous, parce qu'on est ambitieux et parce qu'en Europe, on est encore capable de le faire. Et j'ai la faiblesse de penser que chez Electra, on a la même mentalité, la même philosophie. Introduction en bourse ou pas? Ah oui, voilà, ça nous intéresse sur Boursorama. Dans les prochaines années. Alors, là où on ne va pas se raconter d'histoire, c'est que nous, on a des investisseurs. Nos investisseurs, à un moment donné, ils vont vouloir récupérer leur mise. Et pour récupérer leur mise, il y a effectivement, ça peut être une introduction en bourse, ça peut être un nouveau fonds d'investissement qui vient et qui va... Tu n'auras pas de réponse, Introduction en bourse ou pas? Mais je peux pas... Horizon de 18 mois ou sur le principe, sur le principe. Mais je suis en train de répondre. Je dis juste, moi, mon boulot, c'est de donner de la liquidité à mes investisseurs dans 5-6 ans. Quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est une introduction en bourse ou est-ce que c'est un nouveau fonds qui rentre? Donc pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pas du tout, au contraire. L'introduction en bourse, je pense que c'est d'ailleurs probablement une des voies qui est privilégiée. Ah, à quelle raison? 5-6 ans. Ça fait tousser dans le support de l'introduction en bourse. 5-6 ans. 5-6 ans. Bon, d'ici là, on se reverra pour passer nous voir. J'espère. Aurélien Demeaux, le PDG, cofondateur d'Electra. Merci à vous. Merci beaucoup.